bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e atelier qui porte aujourd'hui sur la façon de construire une séquence pédagogique. Le mois dernier, on a travaillé sur les documents authentiques et cette fois-ci, c'est un peu la continuation, donc c'est la suite de ça et on va voir comment justement on peut travailler, quelles étapes est-ce qu'on doit inclure dans notre séquence, etc. Donc, comme d'habitude aussi pour l'atelier, vous aurez un moment après la présentation pour poser vos questions, partager vos idées, vos ressources et puis simplement échanger entre vous. Donc, voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez également les noter dans le chat. Je ne garantis pas de toutes les voir. Donc, voilà, vous pouvez les noter et puis les reposer après éventuellement si je n'y ai pas répondu. Donc, plusieurs étapes ce soir. D'abord, quand et pourquoi construire ses propres séquences? C'est une question qu'on peut se poser. Quel est l'intérêt simplement de faire des séquences pédagogiques? Quelles sont les étapes avant, pendant et après la construction de la séquence? Donc, pour chaque étape, je vous donnerai son objectif, des exemples d'activités et puis quelques outils. Et enfin, quelques conseils pour rendre votre séquence intéressante. Donc ça sera juste à la fin. Et ensuite, il y aura un moment d'échange pour partager vos idées. Donc, tout d'abord, quand et pourquoi construire ses propres séquences? Donc, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter, notamment pour compléter votre manuel. Donc, certains ou certaines d'entre vous ont la chance d'avoir des manuels modernes, assez récents, avec beaucoup de ressources différentes et variées. Et pour d'autres, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, quand vous voyez que votre manuel a certains manques, vous pouvez justement créer une séquence pour travailler justement quelque chose qui n'est pas dans votre manuel. Ça peut être aussi pour répondre aux objectifs de votre programme. Souvent, les programmes sont différents des manuels qu'on utilise en FLE dans les pays d'Europe, par exemple. Donc, si vous avez certaines choses que vous devez voir qui ne sont pas dans les livres, vous pouvez aussi créer une séquence pour ça. Vous pouvez aussi décider de créer une séquence pour traiter un thème particulier. S'il y a par exemple un événement important dans votre pays ou un thème qui peut intéresser les élèves, je ne sais pas, le carnaval ou le mois créole à Sainte-Lucie ou un tournoi de sport, vous pouvez décider de créer une séquence sur ça en plus de votre travail avec le manuel. Donc ça peut être utile aussi. Ou bien pour préparer vos élèves à un examen. Donc là, vous pouvez décider de travailler une séquence spécifique avec des activités spécifiques à l'examen. Donc par exemple, pour le DELF, vous pouvez faire une séquence de préparation au DELF, entre guillemets, avec des activités typiques de l'examen. Et bien sûr, vous l'avez tous vécu, tous et toutes vécu, pour enseigner à distance, quand ce n'est pas forcément facile ou pas forcément pratique d'utiliser un manuel, il faut bien sûr créer ses propres cours avec les outils dont on dispose, donc notamment voilà, les slides, les choses comme ça. Là, forcément, vous êtes obligé de créer vos propres séquences. Après, il y a d'autres cas de figure. Je n'ai pas été exhaustive, vous pourrez éventuellement échanger là-dessus après. Donc, voilà déjà pour poser un petit peu le cadre, dans quel contexte, pour quelles raisons est-ce qu'on pourrait être amené à créer notre propre séquence. Ensuite, il faut savoir qu'il y a différentes étapes. Donc, la première étape, c'est avant même de rentrer dans la construction et comment ça se passe pour une séquence, il faut commencer par définir des objectifs. Donc, définir des objectifs, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on parle d'objectifs, de quoi on parle? Donc, il y en a plusieurs sortes. Il y a d'abord des objectifs communicatifs, qui sont aussi appelés des objectifs pragmatiques. Donc ça correspond à des actes de parole et généralement, c'est un verbe à l'infinitif. Donc ça peut être organiser une sortie, comparer des objets, parler de ses goûts. Ce sont vraiment des actions que les apprenants doivent être capables de faire en français. À l'intérieur de cet objectif ou de ces objectifs communicatifs, vous devez identifier des objectifs secondaires ou des sous-objectifs qui vont être notamment des objectifs linguistiques, donc par exemple du vocabulaire, de la grammaire ou de la phonétique, ou les trois. Donc vous pouvez avoir des objectifs de vocabulaire, de grammaire et de phonétique dans la même séquence. Et enfin,
des objectifs culturels ou interculturels. Et donc là, ça correspond à des faits concernant votre pays, le pays où vous enseignez et la France. Vous pouvez comparer des habitudes, des choses comme ça. Et on a d'ailleurs fait un atelier là-dessus sur le fait d'intégrer la culture en classe de langue. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder le replay. Pour définir ces objectifs, il faut aussi tenir compte du profil de vos apprenants. Donc, quand on parle de profil d'apprenant, c'est-à-dire l'âge, le sexe, si vous enseignez à des classes non mixtes, par exemple, la durée, pour le public aussi, leurs intérêts. Donc, forcément, est-ce que ce sont des jeunes de 12-13 ans qui sont intéressés par, je ne sais pas, le sport, ou est-ce que ce sont des jeunes un peu plus âgés qui ont différents centres d'intérêt. Donc, au fur et à mesure, de toute façon, vous apprenez à connaître vos élèves. Donc, je suis sûre que vous connaissez un petit peu ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est toujours bien d'axer un peu votre séance dans la mesure du possible par rapport à leurs objectifs et leur centre d'intérêt, pardon. Et ensuite, vous devez aussi tenir compte de la durée de votre séquence. Donc, combien de temps durent vos séances? Est-ce que c'est 30 minutes, 35 minutes, 45 minutes? Combien de séquences est-ce que vous avez par semaine? Et ça va vous permettre d'organiser justement le nombre d'activités que vous allez proposer, le nombre de documents que vous allez utiliser, etc. Et enfin, le matériel dont vous disposez. Donc, est-ce que si vous êtes en classe, vous avez accès à un rétroprojecteur? Est-ce que vous avez accès à un lecteur CD? Est-ce que vous êtes obligé d'apporter votre téléphone? Comment ça va se passer? Etc. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte pour définir les objectifs. Sachant que votre séquence, normalement, elle va être sur plusieurs séances. Donc, je pense que vous appelez ça periods. Donc, en fait, vous allez avoir plusieurs périodes qui vont constituer votre séquence entière. Donc, il faut aussi savoir ça. Est-ce qu'il y aura, par exemple, un week-end entre les deux, etc. Donc, une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez passer, voilà, donc quelques exemples. Cet exemple-là est tiré d'une fiche pédagogique de TV5 Monde. Donc, vous voyez bien les différents objectifs communicatifs, l'objectif linguistique. Après, ils ont ajouté l'éducation média parce que TV5 Monde, il travaille beaucoup avec les médias, et l'objectif interculturel. Et là, c'est un autre exemple de l'une de mes fiches pédagogiques que je vous ai diffusées. Donc là, vous voyez l'objectif communicatif, linguistique et interculturel. Et j'ai précisé les modalités et la durée et le public. Donc voilà, quand vous commencez votre séquence, vous pouvez justement définir tout ça. Alors, sachant que au fur et à mesure de la construction, vous allez pouvoir modifier un petit peu ces objectifs, préciser ou éventuellement en ajouter. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une base au début, de savoir plus ou moins où vous allez et ensuite vous allez pouvoir préciser au fur et à mesure de la construction. Mais il faut quand même que les objectifs soient cohérents. Donc, c'est-à-dire, si l'objectif communicatif, c'est d'écrire et comparer des objets, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler au niveau linguistique? Bien sûr, le comparatif et éventuellement les adjectifs pour décrire un objet. Vous n'allez pas utiliser, par exemple, je ne sais pas, le plus que parfait, juste pour comparer des objets parce que ce n'est pas logique. D'accord? Donc, il faut bien définir ça en fonction de l'objectif communicatif. Et une fois que vous avez vos objectifs, il va falloir choisir vos documents. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a déjà travaillé là-dessus. Donc, si vous n'aviez pas assisté aux autres ateliers, je vous invite à regarder le replay du dernier qui était utiliser des ressources authentiques, qui s'appelle Mieux comprendre les documents authentiques. Et ça, je vous enverrai les liens de toute façon suite d'aujourd'hui, je vous enverrai un email avec les liens, les ressources complémentaires. Donc, comme ça, on passe directement à la construction et on imagine que donc vous avez sélectionné vos documents et maintenant, comment vous allez les utiliser. Alors, la première étape, c'est la mise en route ou l'exposition. Et pour ça, je vous propose des petites questions. Donc, d'après vous,
quelles activités faut-il privilégier pour une mise en route. Et je vais vous lancer un sondage que vous allez voir apparaître. Donc, vous pouvez simplement choisir parmi ces activités, lesquelles est-ce que vous pensez qui sont les plus adaptées et vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc voilà, je vous laisse 1 minute pour répondre. Il y a juste une question. Donc voilà, juste 1 minute et ensuite on fera le point sur vos réponses. Ok, je vois que ça commence à arriver. Ok, donc pour l'instant, c'est regarder une vidéo qui apparaît en premier et ensuite construire un nuage de mots en deuxième. Donc, je peux mettre fin au sondage et partager les résultats. Donc voilà, vous êtes 67% à avoir choisi faire regarder une vidéo, 58% à avoir choisi le nuage de mots et ensuite c'est créer une carte mentale et faire lire un texte. Donc, c'est très bien. On va voir justement ce qu'on peut faire avec ça. Et donc, la mise en route permet en fait à l'apprenant de mobiliser ses connaissances sur le sujet, donc ses connaissances antérieures, ses connaissances préalables, et d'entrer plus facilement dans la séance. Donc, si l'élève comprend qu'on va parler par exemple de l'alimentation, il va forcément penser à tout le vocabulaire qu'il connaît sur l'alimentation, éventuellement s'il connaît des structures pour parler de l'alimentation, peut-être parler de ses goûts, etc. Donc, ça va lui permettre, avant même d'entrer dans un texte ou dans un document, de savoir en fait ce qu'il va devoir mobiliser dans sa tête pour comprendre le document. Et pour ça, on peut justement leur proposer de construire un nuage de mots. Donc, c'est simplement, voilà, si je vous dis alimentation, à quoi est-ce que vous pensez? Et donc là, vous construisez le nuage de mots avec les élèves ou simplement vous notez tout ce qu'ils vous répondent au tableau. Le nuage de mots, c'est un peu plus adapté si vous faites un cours en ligne puisque c'est plus facile de le faire en même temps. Vous pouvez aussi leur demander de compléter par exemple une carte mentale. Et là, ils peuvent travailler par petits groupes peut-être. Et justement, ils vont essayer de se rappeler du vocabulaire qu'ils connaissent. Donc là, je vous ai donné un exemple, par exemple, au cinéma, avec donner son avis, ou dans la salle, ou les genres de films, des choses comme ça. Donc là, vous pouvez les mettre par groupe, ils travaillent, ils essayent de se rappeler ensemble du vocabulaire qu'ils connaissent, et ensuite, vous pourrez proposer des documents sur ce thème. Ça correspond aussi au brainstorming, donc vous pouvez simplement poser des questions sur quelque chose. Donc, par exemple, si vous travaillez sur un événement culturel, vous pouvez dire alors qu'est-ce qui se passe ce mois-ci dans le pays, comment ça se fête en général, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire, voilà, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on mange. Donc ça peut être un brainstorming sur ce sujet. Ou bien simplement, à partir d'une image, leur demander ce qu'ils voient, d'après eux, à quoi ça correspond, quel sentiment est-ce qui se dégage de cette image ou des choses comme ça. Quel message est-ce que ça veut faire passer. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses-là pour la mise en route. Et vous pouvez même leur faire ensuite deviner le thème de votre leçon et annoncer vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment le début. Et je vous montre quelques exemples tirés de différents sites, différentes sources. Donc ça, c'est par exemple tiré de Flipid, qui crée des fiches pédagogiques généralement payantes, mais bon, vous pouvez avoir accès à certaines choses qui sont gratuites. Donc là, vous voyez qu'il y a une image et des questions, comme regardez cette photo et faites des suppositions sur la vie de cet homme. Que pensez-vous des tatouages sur le visage? Et dans votre pays, les tatouages sont-ils associés à quelque chose de péjoratif? Donc ça, c'est une mise en route à partir d'une image. Là aussi, donc ça c'est tiré d'une fiche pédagogique créée par l'Alliance française une des alliances françaises du Canada, donc avec un remue-ménage par rapport à cette image-là.
Donc, que voyez-vous? À quelle théorie célèbre cette image fait-elle référence? Quel est le message caché? Etc. Et ça, c'était une fiche pédagogique que j'avais créée moi, avec observez l'image, décrivez-la, faites des hypothèses sur le thème d'aujourd'hui. Avez-vous déjà subi des situations de stress? Lesquelles? Etc. Bien sûr, les questions, vous pouvez aussi les adapter en fonction des réponses de votre classe. Donc, quelles modalités et quels outils? Donc, la modalité principale, ça peut être la... mince, c'est pas la bonne slide. Bon, c'était pas bon, mais bon, c'est pas grave. Je vais revenir là-dessus. Donc, quelles modalités et quels outils? Les modalités principales, c'est le travail en classe entière, puisque vous pouvez simplement poser des questions et puis certains élèves vont répondre. Ou bien vous pouvez les mettre à travailler en petits groupes, comme on a vu pour la carte mentale. Donc ça, c'est bien aussi, puisque ça permet aux élèves de parler plus dans votre classe. Donc, au lieu de simplement faire parler un ou deux élèves qui va répondre sur votre classe de 35, vous pouvez les mettre par petits groupes et chacun va parler un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des outils, vous avez donc Kaggle ou MindMap pour les cartes mentales. Et pour les nuages de mots, vous avez Answer Garden ou WordArt qui marchent aussi pas mal. Donc ça, c'est pratique pour les cours en ligne. Answer Garden, en plus, ils peuvent répondre directement. Donc en fait, vous posez la question et ils doivent soumettre leur réponse. Et comme ça, le nuage se crée automatiquement. Je l'ai utilisé dans plusieurs webinaires précédents. Et il faut aussi penser que si vous posez des questions qui acceptent plusieurs réponses, ça peut permettre de valoriser les réponses de l'apprenant. Donc en fait, si vous posez une question ouverte ou par exemple faites des suppositions sur ce qui se passe dans l'image ou quelque chose comme ça et que vous pouvez accepter plusieurs réponses, vous allez dire oui à tout et en fait, tous les apprenants vont se sentir valorisés, ils vont dire qu'ils ont réussi à dire quelque chose qui marche pour votre cours, donc c'est pas mal. Donc il faut penser aussi à inclure ce genre de questions-là. Okay. Donc, ça, et ensuite, donc ça c'était la première étape. Et ensuite, on passe à la découverte du document et sa compréhension. Donc, la découverte, peut-être faire regarder le texte et le paratexte. Est-ce qu'il y a une image qui aide le texte, qui aide à identifier peut-être la source, d'où ça vient, etc. Et pour une vidéo, ça peut être, par exemple, faire regarder voilà, peut-être une minute ou le début sans le son, avec juste les images. Et déjà, les apprenants vont commencer à comprendre, en fait, à entrer dans le document. Donc ça, c'est intéressant de travailler sur déjà la découverte avant même de commencer à lire ou regarder et écouter. Et ensuite, on passe à la compréhension globale et détaillée. Donc là, il y a deux phases. Et les questions qu'on va poser ne vont pas être les mêmes. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite activité sur Learning Apps. Donc, je vais vous la mettre dans le chat. Et il s'agira de répartir les questions, en fait, en fonction de si ça correspond à la compréhension globale, d'après vous, ou la compréhension détaillée. Donc, c'est l'activité qui va suivre, mais vous le voyez dans le chat, donc vous pouvez cliquer sur le lien, faire la petite activité. Je vais vous laisser 2-3 minutes, et ensuite, on fera ça ensemble et je vous montrerai pourquoi. Donc voilà, je vous laisse oui, 3 minutes, et puis après, quand vous avez fini, vous pouvez envoyer un message aussi dans le chat. Je ne l'ai pas précisé, mais il suffit de faire un glisser-déposer dans la catégorie que vous pensez qui est la bonne.
Et ensuite, quand vous avez terminé, quand vous avez classé, quand il n'y a plus d'image là au milieu, et que vous avez tout classé, vous pouvez valider sur le bouton bleu ici. Et vous verrez justement si vous avez eu juste ou pas. Alors, est-ce que vous avez terminé? Oui? Ok. Bon, de toute façon, on va corriger ensemble. Alors, quand la COP 21 a-t-elle eu lieu? Donc, vous avez vu que c'est dans la compréhension détaillée. Remettez les paragraphes ou les images dans l'ordre. Ça peut être la compréhension globale. Où sont les personnages? C'est une question de compréhension globale. Combien de temps la galette doit-elle cuire? Ça va dans la compréhension détaillée. Donner un titre à chaque paragraphe, c'est la compréhension globale. Qu'est-ce que Marine doit apporter à la fête? On est dans la compréhension détaillée. À quelle heure est le rendez-vous? Aussi, quel est le type du document? Compréhension globale. Et quel est le thème aussi? Donc, vous voyez que dans la compréhension globale, on a vraiment des choses d'ordre général. Donc, ça peut être sur le thème global du document. Ça peut être des questions comme où sont les personnages. Ça peut être des questions de structure, donc avoir repéré l'histoire. Donc, les différentes étapes, on n'est pas obligé d'avoir repéré les informations précises, mais on a compris le déroulement. Donc, ça peut être aussi remettre des paragraphes dans l'ordre. Ou bien donner un titre à chaque paragraphe. Ça aussi, ça veut dire qu'on a bien compris l'ensemble du paragraphe. Et pour la compréhension détaillée, ce sont vraiment des informations spécifiques, donc un prix, un objet, une date, une durée ou une heure. Voilà, c'est ce genre de questions-là qu'on a dans une compréhension détaillée. Là, j'ai mis plutôt des questions de débutants, mais après, pour les niveaux B2, bien sûr, ça se complique. On va devoir retrouver peut-être des opinions, expliquer peut-être une structure ou une formulation. Donc, ça sera beaucoup plus spécifique pour les niveaux avancés. Donc, très bien. On va voir justement un peu plus dans le détail à quoi correspondent ces compréhensions. Donc, la compréhension globale, ça sert à amener l'apprenant à définir les situations de communication. Donc, c'est ça, quand, où, quoi, qui, et repérer les informations essentielles. Donc, je vous ai mis quelques exemples trouvés justement sur TV5 Monde ici. Donc, vous voyez, là, c'est remettre dans l'ordre différents moments de l'histoire. Ça peut aussi prendre la forme d'un QCM, mais avec des questions vraiment générales. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Où sont les personnes? Que font les personnes? Donc, voilà, des questions simples. Et ça peut être aussi des questions ouvertes, avec quelle est la relation entre les personnages et quel est leur problème. Donc là, ça correspond à la compréhension globale. Pour la compréhension détaillée, l'objectif, c'est qu'une fois que l'apprenant a bien compris la situation globale, il va falloir l'aider à
approfondir sa compréhension avec certaines informations plus précises. Donc là, vous avez différentes possibilités pour le faire. Vous pouvez avoir un tableau à remplir. Donc là, ce sont juste des cases à cocher, mais vous pouvez avoir, par exemple, des fiches d'identité de personnages où ils doivent compléter le prénom, l'âge, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des vrais-faux, des questions ouvertes, encore une fois, mais avec des questions plus précises. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il faut principalement voir dans le sud ou dans quelle ville trouve-t-on la majorité des hôtels? Ou enfin, un QCM. Là, c'est celui correspondant à la fiche pédagogique sur le tatouage qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'était la slide de tout à l'heure, donc désolé. Ok, j'ai compris. Il y a eu une inversion. Comme quoi, on n'est jamais à la... Je vous ai dit que j'étais fatiguée. Hein. Ok, donc, quelles modalités et quels outils? Donc là, on peut travailler en classe entière, bien sûr. Vous pouvez poser des questions à la classe de façon générale. Vous pouvez aussi donner ces questions de façon individuelle aux apprenants. C'est toujours bien d'inclure une partie de travail individuel parce que certains apprenants vont avoir besoin d'un peu plus longtemps pour comprendre un texte. Surtout en compréhension, certains apprenants sont un peu plus lents, d'autres sont plus rapides. Donc, ça permet en fait d'adapter le rythme à l'apprenant. Donc, ça, c'est important d'avoir une partie individuelle. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ce travail de façon individuelle, vous pouvez justement inclure une interaction en binôme en demandant au binôme de comparer leurs réponses. Est-ce que les réponses sont les mêmes? Pourquoi? Éventuellement justifier. Ça peut aider aussi les élèves qui sont peut-être un peu plus forts à aider les élèves qui sont un peu plus faibles. Donc, ce travail en binôme, il est bien adapté pour la compréhension aussi. Et ensuite, vous pouvez faire une mise en commun collective. Donc, ça, c'est vous répondez aux questions avec toute la classe. Donc, ça peut être assez bien. Et si vous voulez justement introduire un petit peu plus de nouveautés, ou bien si vous êtes toujours en enseignement à distance, vous pouvez utiliser certaines applications, certains outils comme Learning Apps. Learning Apps, notamment, il y a des applications où on peut, par exemple, classer certaines choses sur une frise chronologique. Donc ça, pour remettre les étapes dans l'ordre, c'est vraiment bien. Après, voilà, il y a aussi d'autres choses sur Learning Apps, mais bon, ça, par exemple, c'est utile. Socrative, c'est quelque chose qui permet à la classe de jouer tous ensemble ou par équipe et de faire une sorte de course en fonction des réponses. Donc ça, c'est aussi pas mal. Ils n'ont pas besoin de se créer un compte sur Socrative. Ils ont juste besoin d'un code, en fait. Enfin, ça va leur donner un code et puis ils utilisent leur smartphone. Kahoot, je pense que vous connaissez tous pour poser des questions. Quizzes aussi et Geniali, que vous pouvez utiliser aussi pour la compréhension. Il y en a notamment, il y a plusieurs modèles. Il y en a un, par exemple, où il y a la vidéo. Enfin, vous pouvez insérer la vidéo et juste après, vous avez les questions sous forme de quiz. Donc, c'est assez pratique pour faire des activités de compréhension. Il faut savoir aussi qu'en fonction de votre travail et du temps que vous avez, vous pouvez demander aux élèves de lire les textes ou regarder les documents en amont de votre séance. Donc ça peut aussi vous permettre de gagner du temps. Et aussi, si vous êtes en cours à distance, c'est pas mal de donner les textes à l'avance. Comme ça, ils le lisent, ils ont les questions de compréhension. Et ensuite, vous pouvez travailler directement d'autres activités en classe. Donc ça, bon, c'est quelque chose qui est bon à savoir. On va revenir où j'en étais. Compréhension détaillée. Et attention, ça c'est quelque chose qui est très important et qu'on oublie parfois, c'est que l'apprenant doit être actif dans cette période de compréhension. On a l'impression que c'est plutôt passif parce qu'il doit lire un texte, alors il est seul face à son texte. Et en fait, c'est très important que même lors de la lecture ou quand il regarde une vidéo, il doit savoir quelles informations il doit rechercher déjà. Donc en fait, il faut toujours penser à donner les questions avant de présenter le document. Donc vous faites lire les questions. En général, vous faites lire par exemple les questions de compréhension globale avant. Ensuite, l'apprenant lit une fois le texte ou regarde la vidéo, commence à répondre.
Et ensuite, vous pouvez par exemple donner des questions de compréhension détaillée et l'apprenant relit ou re-regarde. Si vous êtes un peu pris par le temps et que vous n'avez pas forcément beaucoup de questions de compréhension globale, vous pouvez donner toutes les questions et l'apprenant, ensuite, il regarde son texte, il lit et il répond aux questions. Vous pouvez aussi penser, par exemple, à préparer une grille pour regarder une vidéo, une grille de choses qu'ils doivent, par exemple, cocher au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc ça, c'est pour que les apprenants restent concentrés lorsqu'ils lisent le texte ou qu'ils regardent la vidéo. Surtout que si vous faites ça en classe et que vous avez beaucoup d'élèves qui doivent être concentrés sur un ordinateur ou un projecteur, vous savez qu'ils ont tendance à penser à autre chose ou faire autre chose ou zapper une partie de la vidéo. Donc là, avoir quelque chose, un travail à faire déjà quand ils regardent pour la première fois, ça leur permet de rester concentrés et la compréhension sera beaucoup plus facile et le travail sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça c'est une petite idée à laquelle il faut de compréhension. Il faut passer au travail de la langue. Attention, le travail de la langue, il doit être fait par rapport à ce que les élèves vont trouver dans le texte ou dans le document. Donc, il ne s'agit pas de travailler une vidéo et puis après de travailler le passé composé sans aucun lien avec cette vidéo. Il faut par exemple que les apprenants écoutent ou repèrent certaines choses dans la vidéo pour travailler le passé composé. Donc ça, c'est très, très important. Donc pour le travail de la langue, il y a 3 étapes. Donc la première, c'est le repérage, donc pour amener l'apprenant à repérer. Ensuite, conceptualiser. Et enfin, systématiser des points linguistiques ou des compétences pragmatiques. Donc il faut vraiment penser à ces 3 points. Donc l'exercice de repérage, c'est justement repérer dans le document, audio ou écrit, des choses particulières que vous voulez travailler avec vos élèves. Donc, ça peut prendre la forme, par exemple, de phrases à compléter ou de mots à relever, mais toujours par rapport au document. Vous voyez bien là, regardez la vidéo une deuxième fois et compléter les phrases. Ou bien, ça peut être des éléments à associer, par exemple, mais toujours à partir du document. Vous pouvez avoir aussi d'autres activités plus faciles et plus simples comme, je ne sais pas, souligner des temps ou faire une liste de vocabulaire ou classer certaines choses dans un tableau. Voilà, donc c'est ce genre d'activité-là, mais pour permettre aux apprenants de travailler sur le document et de repérer le point linguistique que vous voulez aborder. Ensuite, on passe à la conceptualisation. Donc, une fois que les apprenants ont vu ce qu'il fallait voir dans le texte, vous allez les amener à réfléchir à ça et à trouver la règle, en fait. Bon, ça, c'est surtout pour la grammaire, mais par exemple, ce sont les étudiants qui doivent comprendre la règle eux-mêmes, en fait. C'est plus efficace comme ça, plutôt que si vous leur dites, voilà, on a fait le texte et maintenant, voilà la règle. Ils sont un peu moins actifs. Donc, pour qu'ils soient actifs, vous pouvez leur demander, par exemple, d'associer des éléments. Donc là, c'est un exemple avec les éléments, les expressions de temps. Donc, ils doivent associer avec la définition et trouver un exemple. Donc, par exemple, dans le texte. Donc, ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi avoir simplement une règle à compléter. Mais là, du coup, ils doivent regarder dans le texte et identifier à quel temps conjuguer les auxiliaires, qu'est-ce qu'on a après. Et pour le vocabulaire, vous pouvez par exemple leur proposer une carte mentale. Donc, imaginons qu'ils ont fait la liste de tout le vocabulaire des vacances. Vous allez ensuite leur demander de le classer en différentes catégories, donc les activités, l'hébergement, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les bons plans, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, la carte mentale permet d'organiser un peu le vocabulaire qu'ils auront repéré avant. Donc voilà, donc une fois qu'ils ont bien compris comment ça fonctionne, qu'ils ont compris la règle, vous allez leur demander de faire des exercices de systématisation. Et ça, c'est pour qu'ils puissent s'entraîner, en fait, à réutiliser cette règle, à l'appliquer
Mais pour l'instant, on est vraiment dans un domaine avec des activités très répétitives, très basiques et très répétitives. Donc, par exemple, des phrases à transformer. Ça, je l'ai pris des experts. Pour le vocabulaire, vous pouvez utiliser un texte à trous avec des mots, les mots qu'ils auront appris. Vous pouvez leur demander de les replacer dans le texte. Donc là, vous allez voir s'ils les ont bien compris. Ou bien des verbes à conjuguer si vous travaillez un point grammatical. Donc voilà, ce sont vraiment des activités basiques, systématiques, répétitives, mais qui vont permettre justement de faciliter ensuite le réemploi. Et bien sûr, vous pouvez proposer aussi des jeux, notamment avec le vocabulaire. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez créer votre propre grille de mots fléchés et vous pouvez même le proposer à la maison en complément pour que justement, ils puissent se rappeler quel mot correspond à quelle image, etc. Donc ça, ce sont des exercices de systématisation. Quand est-ce qu'on va le faire? Comment on va le faire? Ça, vous pouvez le faire de façon individuelle, puisque tous les apprenants vont devoir le faire. Ils vont devoir justement faire cette étape de systématisation. Donc, c'est bien de proposer du travail individuel. Ensuite, vous pouvez le faire en classe et à la maison. En général, c'est mieux de le proposer surtout à la maison, puisque en classe, c'est bien de garder votre temps de classe pour travailler autre chose, l'interaction, la production. Mais après, bon, ça dépend si vos élèves font leurs devoirs ou pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, vous pouvez proposer les deux. Et pour la correction, vous pouvez proposer une correction individuelle si vous corrigez chaque exercice de chaque élève. Sur Google Classroom, par exemple, on peut faire ça. Ou bien vous proposez une correction collective. Au début de la séance suivante, vous corrigez les exercices que vous aviez donnés la veille ou la séance d'avant. Donc ça, c'est facile aussi. Et au niveau des exercices, donc vous pouvez utiliser tout ce qui est là, donc Quizzes, Learning Apps, Socrative et Kahoot. Donc Learning Apps propose aussi des textes à trous qui sont pas mal, des grilles de mots croisés, mots fléchés, vous pouvez les faire avec Learning Apps aussi. Très facile d'utilisation. Et les autres, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez bien sûr utiliser un Google Form, simplement, avec des questions de grammaire ou des mots à compléter. Et enfin, WordWall, qui est vraiment pas mal aussi. Là, il y a pas mal de choses. Vous pouvez mettre une phrase dans l'ordre. Donc, ça, c'est bien pour tout ce qui est structure. Voilà, il y a aussi beaucoup d'autres jeux que vous pouvez utiliser. Donc, voilà pour les exercices. Donc, maintenant qu'ils ont bien compris comment on utilise un certain point de grammaire ou des mots de vocabulaire, vous allez travailler sur la production écrite et orale. Donc là, ils vont pouvoir être capables de l'utiliser de façon plus ou moins autonome. Et donc, l'objectif de la production, c'est de réutiliser et de s'approprier les nouveaux acquis. Donc là, il y a différentes possibilités. Souvent, on dit qu'il faut commencer par une production guidée. Donc, de façon, par exemple, si vous proposez un jeu de rôle, vous pouvez donner beaucoup d'indications en disant, voilà, vous commencez par faire ça, ensuite l'autre personne répond ça, et ensuite ça. Donc là, c'est une production guidée. Et ensuite, vous pouvez faire une production un peu plus libre, où voilà, vous posez la situation et ils sont libres de faire leur dialogue un peu comme ils veulent. Donc, plusieurs options. Donc, vous avez de l'interaction orale en groupe. Donc là, par exemple, c'est un exemple des experts. Donc, Allo Problème est un service téléphonique qui trouve des solutions à tous les problèmes. Mettez-vous par deux. Un élève joue le conseiller Allo Problème. Le deuxième élève choisit une photo et joue cette personne. Il imagine son problème et appelle le conseiller pour expliquer son problème. Le conseiller Allo Problème doit donner 3 conseils à l'impératif pour trouver une solution. Donc, vous voyez que là, c'est très guidé comme jeu de rôle. On sait ce que la première personne doit faire, on sait que le deuxième doit donner 3 conseils à l'impératif, donc c'est assez guidé. Vous avez aussi de l'interaction écrite individuelle, donc ça c'est quand on doit répondre à quelqu'un. Donc par exemple, vous répondez à Sarah, vous ne pouvez pas accepter son invitation, vous vous excusez et vous lui expliquez pourquoi vous ne pouvez pas venir, vous lui proposez une autre sortie. Ça c'est un type d'elfe à deux.
Vous avez aussi de la production orale individuelle. Donc, par exemple, vous voulez faire découvrir votre pays à votre correspondant martiniquais, enregistrez une courte vidéo de vous où vous présenterez votre pays et les principaux endroits à visiter. Donc là, production orale individuelle. Vous avez aussi de la production écrite individuelle. Donc ça, c'est simplement écrire un message ou une carte. Et production écrite en groupe. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, par exemple, votre classe doit écrire une petite présentation en français pour l'Office du tourisme de votre pays. En petit groupe, vous décrivez votre pays pour attirer les touristes francophones, localisation, principales villes et endroits à visiter, etc. Donc, beaucoup de productions possibles. On a tendance à privilégier la production écrite ou peut-être l'interaction orale, mais n'oubliez pas toutes les autres possibilités que vous avez. C'est vraiment bien. Et par exemple, pour la production écrite en groupe, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, vous pouvez utiliser des choses comme Padlet ou Google Doc à partager. Donc ça, c'est bien pour la production écrite collaborative. Pour l'interaction orale, vous pouvez utiliser les breakout rooms si vous êtes à distance. Sinon, il suffit de faire des petits groupes dans votre classe, donc ça, il n'y a pas de problème. Le WhatsApp, ça peut permettre l'interaction à la fois écrite et orale si vous avez un groupe avec vos élèves. Flipgrid, c'est pour l'interaction orale. Donc là, ils enregistrent des vidéos et puis les personnes peuvent répondre aussi à ces vidéos-là. Et j'ai rajouté les experts FLE parce qu'en fait, les experts FLE produisent certains supports qui vont permettre de faire parler les élèves. Donc notamment des cartes mentales de conversation que vous pouvez utiliser et qui vont être utilisées comme support pour des petits groupes, par exemple. Donc, quelle modalité? Comme je l'ai dit, vous pouvez alterner entre le travail individuel et le travail de groupe. Il faut penser à renforcer les interactions. Donc, en classe, c'est sûr qu'en classe et même à la maison, c'est bien d'aller plutôt vers le côté interaction plutôt que simplement production écrite tout le temps. Voilà, il faut qu'ils arrivent à communiquer avec d'autres personnes en français. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant. Et vous pouvez bien sûr le faire en classe pour les interactions orales, c'est plus pratique. Et à la maison, plutôt pour les interactions écrites ou production écrite, c'est plus adapté à la maison. Bien sûr, rien ne vous empêche de faire des productions écrites en classe, mais ça perd un peu de temps ou un peu de temps que vous auriez pu utiliser d'une autre façon, un peu plus ludique, un peu plus interactive. OK, donc on a terminé la production. Et ensuite, vous pouvez proposer une tâche finale qui n'est pas toujours proposée, mais qui est intéressante à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux apprenants de réutiliser tout ce qu'ils ont appris, mais de l'utiliser en situation réelle et en collaboration. Donc ça, on va vraiment axer sur le travail de groupe pour réutiliser tout ce que vous avez vu dans votre séquence et même leurs connaissances antérieures. Donc pour une tâche, il faut un plan d'action avec un objectif final bien défini et des étapes intermédiaires. Et ensuite, ce sont les apprenants qui vont choisir comment utiliser la langue. Bien sûr, vous allez les guider, mais c'est assez libre. Il faut que la tâche soit centrée sur le sens. Donc, on ne va pas utiliser la langue simplement pour réutiliser le passé composé. Non, on va utiliser la langue pour arriver à un résultat. On utilise la langue de façon réelle, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a vu lors de la systématisation, il ne s'agit pas ici de compléter un texte à trous ou de faire des activités qu'on fait exclusivement en classe. Non, là, on va vraiment axer sur ce qui se passe dans la vie réelle et ce que les apprenants sont amenés à faire. Donc là, il faut faire aussi attention de ne pas mettre les apprenants dans une situation qui ne leur correspond pas du tout. Donc, par exemple, on ne va pas leur dire vous êtes un officier de l'immigration et vous devez faire passer des entretiens. Non, parce que ça ne correspond pas à leur vie quotidienne. Donc, pensez vraiment à ce que les ados de leur âge ou de l'âge du public de vos apprenants sont amenés à faire en vrai. Dans la tâche, il faut aussi utiliser plusieurs compétences linguistiques. Donc, ce n'est pas seulement, par exemple, de la production, mais ça va être aussi de l'interaction pour discuter avec leurs copains, leurs camarades. Ça va être aussi de la compréhension pour peut-être comprendre certains documents ou pour comprendre ce que les autres disent, et éventuellement de la médiation. Donc, par exemple,
quelqu'un ne va pas savoir comment dire un mot et l'autre élève du groupe va pouvoir le traduire en français. Donc, il y a vraiment plusieurs processus qui vont se mettre ensemble lors d'une tâche. Également, plusieurs processus cognitifs. Donc, par exemple, à travers la collaboration, les apprenants vont réfléchir à comment atteindre un objectif, ils vont choisir, ils vont justifier, ils vont essayer de convaincre, ils vont résumer des choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier qu'à la fin de cette tâche, il faut un produit langagier. Donc, un produit, par exemple, un texte, ça peut être un document, ça peut être une vidéo, mais il faut qu'il y ait une trace de cette tâche. Donc là, j'ai donné quelques exemples. Donc, par exemple, créer un guide, créer une liste de conseils, créer une brochure. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible à la fin. Donc, on va vérifier si vous avez bien compris. Donc, je vous laisse lire cette consigne et vous allez me dire si c'est une tâche ou pas. Donc, vous voulez vous inscrire à une activité sportive avec votre meilleur ami. Vous lui posez des questions sur ses activités préférées. Vous dites ce que vous aimez ou pas. Vous choisissez une activité que vous aimez tous les deux et le jour où vous allez la pratiquer. Alors, je vais demander à tous ceux qui pensent que c'est une tâche de lever le pouce ou de faire une réaction avec les réactions possibles de Zoom. Donc, toutes les personnes qui pensent que c'est une tâche, réagissez. Normalement, vous avez les réactions en bas dans votre barre des tâches. OK, donc 2 personnes pensent que c'est une tâche. OK, ça fait une très faible minorité. Et donc, la majorité, vous avez raison, ce n'est pas une tâche. Pourquoi? Parce que ici, déjà, c'est par 2. Donc, la collaboration, elle est assez limitée. Ensuite, il n'y a pas de résultat langagier. Donc, qu'est-ce qu'on aura après ça? Rien, on aura juste un dialogue qui aura été fait. Et il n'y a pas de problème à résoudre vraiment, à part le fait de choisir un jour, mais c'est assez limité. Il n'y a pas non plus d'étapes successives. D'accord? Les étapes, c'est juste les étapes d'un dialogue normal. Donc là, effectivement, c'est une activité de production ou d'interaction orale, mais ce n'est pas une tâche. Vous avez raison. Et ça, en groupe, activité 4. Donc ça, c'est tiré de TV5 Monde. Le magazine québécois de la culture culinaire raisonnée, Caribou, vient d'élire monsieur personnalité de l'année 2020. Vous rédigez un message pour le féliciter de cette récompense et l'encourager dans le travail qu'il mène au quotidien au sein de la tablée de chef. Alors, même chose, ceux qui pensent que c'est une tâche, vous pouvez réagir. D'accord? OK. Alors, je vois aussi. OK. Timide, les gens viennent petit à petit, au fur et à mesure des réponses des autres, pas une tâche non plus. Pourquoi? Parce que ici, c'est seulement une activité de production et la production, c'est un problème à résoudre. Il n'y a pas vraiment d'objectif à atteindre. Il s'agit juste de rédiger un email. Donc là, il n'y a pas d'étape non plus. Vous voyez que c'est juste vous rédiger un message pour le féliciter et l'encourager. Ce n'est pas vraiment un gros objectif avec des étapes intermédiaires. Et ça pourrait aussi être fait par une seule personne. Donc, ce n'est pas assez développé pour que ce soit une vraie tâche. Très bien. Est-ce que c'est une tâche? Donc, le ministère de l'Éducation de votre pays va offrir un voyage en Guadeloupe à une classe de français. Pour gagner, vous devez préparer un projet qui décrit les endroits que vous allez visiter, vos activités, l'hébergement et le mode de transport choisi, une estimation du budget et pourquoi vous voulez faire ce voyage. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une tâche ou pas?
Allez-y, vous pouvez réagir. Maintenant, vous avez peur parce que je vous ai dit que ce n'était pas des tâches avant. Donc. OK, 4 personnes. OK, c'est en train de venir un petit peu. Et effectivement, ici, c'est une tâche. Pourquoi? Pour gagner quelque chose. Il y a des étapes. Donc, il faut décrire les endroits que vous allez visiter, les activités, l'hébergement, le mode de transport, faire une estimation du budget et expliquer pourquoi vous voulez faire ce voyage. Donc, vous pouvez mettre un groupe sur les endroits, un groupe sur les activités, un groupe sur l'hébergement, un groupe qui fait l'estimation du budget et un groupe qui dit pourquoi. Vous voyez que c'est il y a plusieurs étapes, plusieurs groupes, et là, les personnes vont devoir justement se mettre d'accord. L'estimation du budget, il va devoir aussi éviter l'hébergement pour voir justement combien ça peut coûter, etc. Et là, on peut imaginer qu'il y aura aussi un résultat langagier avec le projet qui sera monté. Donc, avec voilà, des descriptions, ça peut être un petit dossier qui va rester après et qui sera écrit en français. Donc là, c'est quelque chose d'assez complet. Vous voyez aussi qu'il y a vraiment un contexte et un réel objectif pour les élèves. Donc là, c'est effectivement, ça correspond aux critères d'une tâche. Et la dernière, il me semble, donc, est-ce que ça, c'est une tâche? L'Office du tourisme de votre pays organise un concours pour lancer la version française de son site Internet. Pour participer, vous devez rédiger un texte pour décrire votre île et les principaux sites à visiter. Vous devez poster votre texte accompagné d'une photo sur le Padlet créé pour l'occasion. Donc, est-ce que d'après vous, c'est une tâche ou pas? Vous pouvez réagir. D'accord. OK. Et donc, vous avez raison pour la majorité, ce n'est pas une tâche parce qu'ici, vous voyez que ça peut être fait de façon individuelle déjà. Il suffit juste de rédiger un texte pour décrire l'île et les principaux sites à visiter. Donc, il n'y a pas vraiment d'objectif, ni d'étape, ni de problème à résoudre de façon collaborative. Donc, c'est juste une activité de production écrite. Donc, les activités de production ont tout à fait leur place dans une séquence, comme vous l'avez vu, et la tâche, c'est quelque chose qui vient en plus et qui permet de rassembler un peu les étudiants, les apprenants, et de proposer quelque chose d'un petit peu plus ludique, un petit peu plus concret aussi, parce que pour les apprenants, c'est parfois difficile de comprendre pourquoi ils doivent apprendre ça, à quoi ça va leur servir, etc. Et là, la tâche, ça les met vraiment dans une situation réelle où ils vont pouvoir utiliser tout ce qu'ils ont appris pour arriver à un objectif. Donc ça, c'est aussi valorisant pour les apprenants. Donc voici quelques exemples. Je vous ai mis deux autres exemples de tâches que j'avais créées. Donc par exemple, dans celui-ci, je précise les étapes. Donc par exemple, vous voulez organiser un voyage scolaire en Martinique. Pour cela, vous devez préparer un programme détaillé pour le directeur de votre école. Donc, étape 1, regardez une vidéo. Étape 2, discuter en groupe des endroits que vous voulez visiter et des activités que vous voulez faire. Étape 3, élaborer le programme de votre séjour. Donc, chaque groupe est responsable d'une journée et doit rédiger le programme de la journée accompagné de quelques photos. Compiler ensuite les travaux pour faire un programme complet. Donc, ça, c'est un exemple de tâche assez complet. Et vous voyez que toutes les situations, ça correspond quand même à l'âge des apprenants, à ce qu'ils sont éventuellement susceptibles de faire. On parle d'école, on parle de voilà, créer une brochure, donc ça correspond à des choses qui pourraient éventuellement être amenées à faire. Et là, vous avez un exemple de projet de classe. Donc ça, ce sont les choses que vous pouvez retrouver dans vos manuels s'ils sont assez récents. Mais la plupart intègrent des tâches. Mais les profs ne les font pas toujours, en fait, parce qu'on est assez pressé par le programme en général. Mais il faut savoir que c'est quand même intéressant. Donc là, voilà, vous avez différentes étapes. Donc en petits groupes, vous voyez qu'il y a différentes choses de A, B, C. Chaque groupe se charge d'une tâche ici. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et ensuite, mettez en commun. Donc voilà, ça, c'est un exemple de tâche.
Donc, voilà. Si je récapitule, pour une séquence complète, il vous faut donc une mise en route. Ensuite, pour la compréhension globale et détaillée, vous avez la découverte du document, la compréhension globale et la compréhension détaillée, le travail de la langue à partir des documents que vous avez vus, et le travail de production, écrite, orale, interaction, écrite ou orale. Et enfin, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez avoir la tâche. Je n'ai pas parlé de l'évaluation. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser l'évaluation pour la production, déjà par rapport à la production. Vous pouvez utiliser l'évaluation avec des questions de grammaire, donc comme les exercices systématiques qu'on a vus tout à l'heure. Et vous pouvez aussi évaluer lors de la tâche. Si vous avez une grille, vous allez évaluer les travaux des apprenants. Donc, la production, elle peut se faire, l'évaluation, elle peut se faire à différents moments de votre séquence si c'est une évaluation formative et à la fin, si c'est une évaluation sommative, par exemple, par un test. Mais je pense qu'on reviendra sur l'évaluation lors d'un autre webinaire, donc vous ne voulez pas charger. En plus, ça fait déjà 1 heure, donc voilà pour la séquence. Donc, vous avez les différentes étapes. Et enfin, il y a quelque chose auquel on ne pense pas souvent, c'est après la réalisation de votre séquence. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, ça peut être intéressant de faire un retour sur votre séquence, noter ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, parce que bon, on a beau préparer des séquences, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas marcher. Donc, essayez d'analyser pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que la consigne n'était pas claire pour les apprenants? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de temps et que du coup, vous n'avez pas pu le faire? Donc là, justement, j'enchaîne sur la durée de chaque activité. Combien de temps vous aviez prévu et combien de temps ça vous a pris effectivement? Et les idées et les choses à ajouter parfois au cours de la séquence, de la séance. Vous avez des choses qui vous viennent, vous avez dit « Ah mince, j'aurais dû faire ça autrement » ou ajouter telle activité au milieu, etc. Donc, il faut réussir à noter tout ça, faire une sorte d'auto-évaluation en fait, de votre séance pour pouvoir modifier ensuite vos fiches pédagogiques. Pour pouvoir justement qu'après, lorsque vous allez réutiliser cette fiche-là, la séance soit de plus en plus efficace, en fait. C'est pour ça que, par exemple, avant de diffuser des fiches pédagogiques, j'essaye de les faire tester à des collègues ou des alliances françaises qui puissent me dire, voilà, la durée, ça a pris plus de temps ou ça n'a pas bien fonctionné avec tel niveau. Et donc là, j'essaye d'ajuster. Okay. Mais ça, c'est un travail que vous pouvez faire aussi avec vos propres séquences et au fur et à mesure, vous allez justement les mettre à jour et ça va être de mieux en mieux. Et enfin, voilà, pour terminer, quelques conseils pour rendre votre séquence motivante pour les apprenants. Donc, le premier conseil, c'est de bien choisir ses contenus et ses activités. Donc, au niveau des documents supports, choisissez bien des documents qui vont être intéressants pour les élèves. Au niveau des activités que vous proposez, faites aussi des activités qui vont plaire et intéresser vos élèves, notamment par exemple pour la production écrite. Faites une production justement qui va les motiver, qui va les impliquer, qui va les intéresser. Si vous leur demandez de rédiger, je ne sais pas, des conseils de mode alors que ce sont des garçons qui n'aiment pas du tout la mode, ça va être compliqué de les intéresser. Donc voilà, c'est des préjugés, des choses comme ça, mais c'est l'idée. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est de varier. Donc de varier à la fois les supports, donc par exemple travailler un texte, ensuite travailler une vidéo ou travailler une chanson. De varier les activités, donc par exemple production écrite, production orale donc, ou compréhension écrite. Ensuite, vous proposez, après la compréhension écrite, une production orale, justement, parce que pour la compréhension écrite, il n'était pas actif, enfin, pas vraiment actif. Et ensuite, pour la production orale, justement, vous allez les remotiver, les réimpliquer. Ça va relancer un petit peu le cours. Le rythme, si une activité a duré assez longtemps, par exemple la compréhension ou par exemple des exercices, vous pouvez ensuite proposer une activité un petit peu plus rapide. Ça peut être un petit quiz, ça peut être un petit jeu, ça peut être quelques questions-réponses pour justement relancer un peu, remotiver avant de passer à autre chose.
il faut éviter d'enchaîner, par exemple, 2 activités qui sont trop longues et qui vont démotiver et perdre et fatiguer les apprenants. Conseil numéro 3, intégrer des jeux, des chansons et des activités numériques. Donc ça, c'est vraiment pour remotiver les apprenants, pour changer aussi d'activité. Donc pour les jeux, ça peut être des jeux dans la salle de classe, hein, donc simplement peut-être des devinettes, ça peut être des mimes, ça peut être des choses comme ça. Les chansons, vous pouvez les intégrer à la fois lors du travail de la langue. Donc, par exemple, une chanson avec un texte à trous, des paroles à trous, et ils doivent compléter certains mots. Ça peut être aussi à la fin de votre séance, pour les 5 dernières minutes ou 10 dernières minutes, où c'est un peu difficile de garder les élèves motivés, vous pouvez leur proposer une chanson simplement. Et enfin, le numérique, ça c'est pour aussi changer un petit peu les modalités de travail. Donc, vous faites un quiz, si vous avez un projecteur, des choses comme ça. Bien sûr, si vous êtes que en numérique, vous êtes en numérique, donc voilà, mais il faut aussi pouvoir varier, utiliser les différentes applications numériques pour pouvoir donner du rythme à votre cours. Parce que si vous êtes simplement en enseignement à distance, c'est peut-être encore plus difficile de garder la concentration des apprenants. Donc, c'est là aussi qu'il faut varier justement les outils numériques sans exagérer non plus, parce qu'il ne faut pas varier les choses toutes les 5 minutes pour perdre, vous risquez de perdre les apprenants, mais il faut pouvoir justement varier un petit peu les outils et ce qu'ils ont devant leur écran. Et le dernier conseil, c'est amusez-vous. Si vous aimez ce que vous faites, en fait, si vous aimez les activités que vous proposez, si vous aimez les documents que vous utilisez, et voilà, tout ce que vous proposez dans votre séquence, les apprenants vont le sentir. Donc, ils ne seront pas forcément tous sensibles à votre enthousiasme et votre bonne humeur, mais en tout cas, ça se ressent. Donc, n'hésitez pas à faire des choses qui vous plaisent. Je ne l'ai pas mis, mais peut-être parler français, c'est aussi quelque chose qui serait un conseil. Il faut bien sûr pouvoir parler français dans la classe pour que les apprenants puissent déjà comprendre le français et au fur et à mesure s'y familiariser en fait. Donc surtout pour les niveaux débutants. Donc amusez-vous, parlez français et faites des choses qui vous plaisent, voilà. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir intéresser vos apprenants le plus.